La musique vibrait à travers la salle de réception avec une énergie contagieuse, se mêlant aux éclats de rire et au tintement des coupes de champagne. Anne Beaumont flottait au milieu de cette effervescence, un sourire radieux mais légèrement crispé aux lèvres. Ce soir, c'était sa soirée. Enfin, presque. La promotion qu'elle attendait, celle pour laquelle elle avait sacrifié tant de week-ends et de soirées, devait être annoncée d'un moment à l'autre par son père, Gérard Beaumont, le PDG de l'empire familial. Chaque fibre de son être vibrait d'une excitation fébrile, mais sous la surface, une vieille anxiété murmurait. L'approbation de son père avait toujours été un sommet inaccessible, un horizon fuyant. Combien de fois ses succès avaient-ils été accueillis par un « pas mal, mais » suivi d'une critique déguisée en conseil paternel? Le monde des affaires est impitoyable, Anne. Il faut avoir le cuir tanné, lui répétait-il depuis son adolescence. Elle espérait, ce soir plus que jamais, que ses efforts acharnés auraient enfin raison de cette réserve, de cet amour exprimé avec une telle rudesse qu'il en devenait blessant. Elle aperçut son amie et mentor, Isabelle Renaud, lui adresser un clin d'œil encourageant depuis l'autre bout de la salle, un petit baume sur sa tension. Le brouhaha diminua lorsque Gérard se posta devant le micro, son imposante stature dominant l'assemblée. Un silence respectueux s'installa. Anne retint son souffle, son cœur tambourinant contre ses côtes. « Mes chers amis, chers collaborateurs », commença Gérard, sa voix grave emplissant l'espace. « Nous sommes réunis ce soir pour célébrer le dynamisme et l'avenir de Beaumont Industries. Et l'avenir, ce sont les talents qui osent, qui innovent, qui n'ont pas peur de bousculer les certitudes. » Il marqua une pause, son regard balayant l'assistance avant de se poser brièvement sur Anne, qui sentit une vague d'espoir la submerger. « C'est pourquoi, reprit-il, j'ai l'immense plaisir d'annoncer une promotion clé, un nouveau poste stratégique qui façonnera notre futur. Cette personne a démontré une vision, aguerrie. Une capacité à trancher dans le vif, une résilience à toute épreuve. Elle bosse plus que vous tous ici, lança-t-il avec un sourire en coin qui ne toucha pas ses yeux. Elle a le cuir plus épais. C'est donc Claire Valois qui prendra la direction du nouveau pôle stratégique. » Le nom tomba comme un coup près. Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Claire Valois? Sa collègue? Un froid glacial envahit ses veines, chassant la chaleur du champagne et l'euphorie. Autour d'elle, des applaudissements polis fusèrent, moins nourris, plus hésitants que prévu. Quelques regards curieux et gênés se tournèrent vers elle. Gérard continua, imperturbable. « Quant à toi, Anne, dit-il, son ton se voulant presque bienveillant mais sonnant terriblement condescendant, tu resteras sous ses ordres. Tu apprendras. C'est une excellente opportunité pour toi de t'endurcir. » L'humiliation était totale, publique, insupportable. Chaque mot était une gifle. Le sourire de Claire Valois, à quelques mètres de là, était un mélange indéchiffrable de triomphe calculé et d'une étrange, presque imperceptible, lueur d'appréhension. Marc Fournier, un consultant externe que son père avait récemment engagé et dont le regard perçant semblait parfois tout deviner, observait la scène avec une neutralité qui n'en était que plus déstabilisante. Anne resta figée, le visage impassible, alors qu'un tourbillon de douleur et de rage menaçait de la submerger. Elle encaissa, chaque seconde gravant l'affront au fer rouge dans sa mémoire. Son regard croisa celui de son père. Elle n'y lut ni fierté déçue, ni simple cruauté gratuite, mais une sorte de conviction froide, distante, presque clinique. Comme si sa décision était la seule valable, la seule logique. Comme s'il la testait, ou pire, la condamnait à une éternelle seconde place pour des raisons qui lui échappaient, des raisons peut-être liées à ses propres échecs passés ou à une vision du monde où la sensibilité d'Anne était une tare. Les rires étouffés, les murmures, tout lui parvenait comme à travers un brouillard épais. Mais une chose émergea de ce chaos intérieur, claire et tranchante comme une lame de fond. Une détermination nouvelle, glaciale. Elle avait encaissé. Elle avait souri. Elle avait même réussi à articuler quelques félicitations à Claire, d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Mais au fond d'elle, la décision était prise. Elle avait encaissé, oui. Parce que lundi, le jeu change. Le réveil, ce lundi matin, sonna comme un glas. Anne l'éteignit avec une précision mécanique, le cœur lourd mais l'esprit étrangement clair.
La douleur cuisante de l'humiliation de vendredi soir s'était muée en une froide résolution. Elle se prépara avec un soin méticuleux, choisissant une tenue sobre mais affirmée, une armure discrète pour la journée qui l'attendait. En arrivant chez Beaumont Industries, l'atmosphère était palpable. Les regards se détournaient à son passage, les conversations se taisaient. Un mélange de pitié et de curiosité malsaine flottait dans l'air. Son bureau, celui qu'elle occupait en tant que future promue, semblait désormais ironiquement exigu. Claire Valois ne tarda pas à apparaître, un sourire faussement compatissant aux lèvres. « Anne, ma pauvre. Je voulais te dire, c'est une situation délicate, mais je suis sûre que tu comprendras. Gérard a ses raisons, tu sais. » Anne la coupa d'un geste las mais ferme. « Claire, j'ai du travail. Nous en reparlerons plus tard, si nécessaire. » Sa voix était neutre, dénuée de l'émotion que sa collègue espérait peut-être susciter. Claire, décontenancée, se retira avec une moue vexée. Gérard, lui, affecta une distance glaciale lors de la réunion matinale, observant Anne par intermittence, comme pour jauger sa réaction. Elle ne lui offrit rien, se contentant d'une efficacité professionnelle irréprochable. Mais derrière ce calme apparent, Anne mettait son plan à exécution. Ce n'était pas une vengeance impulsive qu'elle cherchait, mais une compréhension claire de l'échiquier et la sécurisation de son propre avenir. Discrètement, elle commença à rassembler des éléments. Sur une clé USB cryptée, elle copia les dossiers de ses projets innovants, ceux que son père avait balayés d'un revers de main, les jugeant trop idéalistes ou pas assez rentables à court terme. Elle documenta également certaines décisions financières récentes de Gérard qui lui avaient paru risquées, des investissements hasardeux et des dépenses somptuaires qui contrastaient avec les discours d'austérité tenus aux employés. Chaque information était une pièce du puzzle, une potentielle explication à la dérive qu'elle commençait à entrevoir. Pendant sa pause déjeuner, elle s'isola et passa un appel bref mais crucial à Maître Duval, un avocat réputé en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail, dont Isabelle lui avait discrètement fourni les coordonnées. Sans entrer dans tous les détails de l'humiliation, elle exposa sa situation, ses craintes quant à la paternité de ses idées et son besoin de comprendre ses droits. Un rendez-vous fut fixé pour la fin de semaine. Ce savoir armé, même préventivement, lui procura un sentiment de contrôle nouveau. Le soir venu, l'idée de rentrer directement chez elle, de ruminer sa colère et sa peine, lui était insupportable. Isabelle l'avait appelé plus tôt, l'encourageant à ne pas s'isoler et lui rappelant l'existence de ce cocktail de networking pour jeunes entrepreneurs, un événement auquel Anne s'était inscrite des semaines auparavant, à une époque où tout semblait encore possible. Malgré son manque total d'enthousiasme, elle décida de s'y rendre, ne serait-ce que pour échapper à la toxicité ambiante. L'atmosphère du cocktail était bruyante, animée, à 1000 lieues de son état d'esprit. Elle se tenait à l'écart, observant, quand une voix familière l'attira de sa rêverie. « Anne Beaumont, si je ne me trompe ? On dirait que vous fuyez quelque chose, ou quelqu'un. » Marc Fournier se tenait devant elle, un léger sourire interrogateur aux lèvres. Son regard perçant, celui qu'elle avait croisé lors de la soirée fatidique, semblait moins accusateur, plus curieux cette fois. « Bonsoir, monsieur Fournier, répondit-elle, surprise. Disons que j'avais besoin de changer d'air. Marc, s'il vous plaît. Et je comprends cela. Parfois, l'air de certaines entreprises devient irrespirable. Il y avait une pointe de vécu dans sa voix. J'ai cru comprendre que la soirée de vendredi n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Anne hésita. Elle n'avait aucune envie de s'épancher, mais la franchise de Marc, dénuée de pitié, était désarmante. C'est un euphémisme, admit-elle avec une pointe d'amertume. Disons que ma vision de la méritocratie a été quelque peu bousculée. La méritocratie est un concept souvent galvaudé dans les empires familiaux, rétorqua Marc. J'ai moi-même appris à m'aider que loyauté et compétence ne suffisent pas toujours face au jeu de pouvoir ou aux trahisons. Il laissa la phrase en suspens, mais Anne comprit qu'il faisait allusion à son propre passé, à cette blessure qu'il avait évoquée brièvement. Une connexion inattendue se tissa entre eux, un respect mutuel né d'une épreuve partagée, même si les détails différaient. Ils discutèrent encore un moment, de tendances innovantes, d'éthique dans les affaires. Anne, pour la première fois depuis des jours, se sentit écoutée, comprise sans être jugée.
Les mots de Marc sur l'importance de créer quelque chose qui ait du sens, de bâtir sur ses propres valeurs, résonnèrent profondément en elle. Alors qu'elle rentrait chez elle plus tard dans la soirée, un sentiment nouveau commençait à poindre à travers la grisaille de ses pensées. Les paroles de Marc, combinées à l'injustice flagrante qu'elle avait subie et à la vision des projets qu'elle avait sauvés sur sa clé USB, une idée germait. Une idée folle, audacieuse. Un projet qui serait le sien, de A à Z. Un projet qui incarnerait tout ce que Beaumont Industries n'était plus ou n'avait jamais vraiment été à ses yeux. Une solution innovante, éthique, qui répondrait à un vrai besoin, loin des stratégies surannées et des luttes de pouvoir stériles. La graine de l'indépendance venait d'être plantée. Et pour la première fois depuis ce vendredi noir, un minuscule, mais tenace, éclat d'espoir illumina l'horizon d'Anne. Lundi avait été le jour de la manœuvre silencieuse, les jours suivants seraient ceux de la construction secrète. La semaine qui suivit fut un tourbillon silencieux de préparation. Anne finalisa son plan d'affaires, un projet axé sur le développement de solutions logicielles éthiques et durables pour les petites et moyennes entreprises, un créneau que Beaumont Industries, avec sa lourdeur et sa focalisation sur les grands comptes, avait toujours superbement ignoré. Elle y voyait non seulement une opportunité commerciale, mais aussi une manière de prouver qu'on pouvait réussir autrement, avec intégrité. Son rendez-vous avec Maître Duval avait été rassurant, ses idées étaient protégeables, et il lui avait donné des pistes claires pour sécuriser juridiquement sa future entreprise. Le vendredi matin, une semaine jour pour jour après l'humiliation publique, Anne déposa une enveloppe sobre sur le bureau de la secrétaire de son père. À l'intérieur, une lettre de démission, concise et dénuée de toute acrimonie. Elle y évoquait des divergences de vision irréconciliables concernant l'avenir et les valeurs de l'entreprise, et son intention de poursuivre une voie professionnelle plus en accord avec ses convictions personnelles. Pas un mot de reproche direct, pas une once de l'amertume qui lui rongeait encore le cœur. Juste la froide détermination d'une stratège qui avait choisi son nouveau champ de bataille. Elle quitta les locaux de Beaumont Industries sans un regard en arrière, emportant avec elle ses effets personnels et un sentiment étrange de vide mêlé à une exaltante liberté. Les premières semaines furent un véritable saut dans l'inconnu. Anne transforma son petit appartement en quartier général. La table du salon devint son bureau, sa chambre d'amis un dépôt de matériel informatique d'occasion qu'elle avait déniché à bas prix. Elle utilisa ses économies personnelles, chaque dépense étant calculée au plus juste. La solitude de l'entrepreneur lui pesa parfois, les longues heures passées devant son écran, les doutes qui s'insinuaient au cœur de la nuit. Elle repensa à une offre indirecte que son père lui avait fait faire quelques jours après sa démission, via un vieil ami de la famille, lui proposant un petit capital de démarrage, pour un projet moins ambitieux. Elle avait refusé net, y voyant une tentative condescendante de la maintenir sous une forme de contrôle. L'indépendance avait un prix, et elle était prête à le payer. Heureusement, elle n'était pas totalement seule. Isabelle Renaud, son amie et ancienne professeure, fut un pilier. Leurs cafés hebdomadaires étaient des bouffées d'oxygène, Isabelle lui offrant une oreille attentive, des encouragements sincères et un recul précieux. « Tu as toujours eu cette fibre, Anne », lui dit-elle un après-midi. « Cette capacité à voir ce que les autres ignorent. Fais-toi confiance. » Marc Fournier, de son côté, devint une sorte de mentor informel. Après leur rencontre au cocktail, ils avaient échangé quelques courriels. Prudente, Anne gardait une certaine distance, mais elle ne pouvait nier la pertinence de ses conseils. Il avait l'art de poser les bonnes questions, celles qui la forçaient à affiner sa stratégie, à anticiper les obstacles. Un jour, alors qu'elle lui exposait ses difficultés à trouver des financements initiaux sans vouloir céder des parts trop importantes de sa future société, il lui suggéra de se tourner vers des concours d'innovation et des subventions spécifiques pour les startups éco-responsables. « Votre projet a une âme, Anne », lui avait-il dit lors d'un appel. « C'est rare. Mettez cela en avant. » Les investisseurs classiques cherchent le profit rapide, mais il y a un écosystème qui valorise l'impact autant que les chiffres. Malgré cette admiration professionnelle grandissante, Anne restait sur ses gardes. La blessure infligée par son père était encore vive, et la peur d'une nouvelle trahison, ou simplement de dépendre affectivement ou professionnellement de quelqu'un, la freinait. Marc, avec une patience et un respect qui la touchaient, ne la brusquait jamais, comprenant intuitivement ses réserves. Il se contentait d'offrir son expertise,
sans rien attendre en retour, du moins en apparence. Les jours se transformèrent en semaines. Anne travaillait sans relâche, peaufinant son premier prototype de logiciel, contactant des prospects, essuyant des refus polis, mais s'accrochant à la vision claire de ce qu'elle voulait bâtir. La fatigue commençait à se faire sentir, et le doute, ce compagnon insidieux, n'était jamais loin. Et puis, un mardi après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à clore une énième journée infructueuse, un courriel arriva. Il provenait d'une petite ONG environnementale à qui elle avait envoyé une proposition audacieuse, un logiciel de gestion de projets sur mesure, optimisé pour leurs besoins spécifiques, offert à un tarif préférentiel en échange d'un témoignage et d'une étude de cas. Elle l'ouvrit sans grand espoir. Son cœur fit un bond. L'ONG acceptait sa proposition. Ils étaient impressionnés par son approche personnalisée et l'alignement de son projet avec leurs propres valeurs. Ce n'était pas un contrat mirobolant, loin de là. C'était modeste, presque symbolique. Mais c'était concret. C'était un « oui ». Une joie pure, intense, submergea Anne, chassant la fatigue et les incertitudes. Elle relut le courriel plusieurs fois, les larmes lui montant aux yeux. Ce n'était qu'une première lueur, une étincelle fragile dans l'immensité de ses ambitions, mais elle brillait d'une lumière aveuglante. C'était la preuve tangible qu'elle était sur la bonne voie, que son intuition était juste, que son travail acharné commençait, enfin, à porter ses fruits. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Anne s'endormit avec un sentiment de paix et une excitation nouvelle. Le chemin serait encore long et ardu, elle le savait. Mais désormais, elle n'avançait plus seulement sur la foi. Elle avait un cap, et le vent, même léger, commençait enfin à gonfler ses voiles. Le succès initial avec l'ONG donna à Anne un regain d'énergie. Elle se lança corps et âme dans la réalisation du logiciel promis, travaillant jour et nuit, animée par la satisfaction de construire quelque chose de tangible et d'utile. Les premiers retours de ses clients pilotes étaient encourageants, et une petite communauté commençait à se former autour de son approche éthique et personnalisée. Elle se sentait, pour la première fois, véritablement à sa place, maîtresse de son destin. Mais l'ombre de Beaumont Industries n'allait pas tarder à s'étendre sur son chemin naissant. Un fournisseur de composants essentiels, avec qui elle avait établi un contact prometteur, se rétracta soudainement, évoquant une réorganisation interne et des directives de la maison mère, pour ne plus traiter avec de nouvelles petites structures. Anne fut déçue, mais mit cela sur le compte des aléas du métier. Puis, une rumeur commença à circuler dans les cercles d'affaires qu'elle fréquentait. Son projet serait amateur, sous-financé, et elle-même, manquant de l'expérience nécessaire pour gérer une entreprise viable. La source était insaisissable, mais l'odeur de Beaumont Industries, et plus particulièrement de son père, Gérard, flottait lourdement dans l'air. Il semblait que son envol, même modeste, dérangeait. Était-ce de la jalousie inconsciente, la peur de la voir réussir là où il pressentait peut-être ses propres failles, ou simplement une nouvelle tentative de la contrôler? Un après-midi, alors qu'elle s'efforçait d'ignorer ses contrariétés en se plongeant dans le code, son téléphone sonna. Numéro masqué. Elle hésita, puis décrocha. Anne? C'est Claire. Claire Valois. La surprise cloua Anne sur place. La voix de Claire était enjouée, presque trop. J'espère que je ne te dérange pas? Je suis tombée sur ton nom en lien avec ce projet, écho quelque chose? Très tendance. Je voulais juste te féliciter, notre ancienne collègue. Anne resta prudente. Merci, Claire. C'est inattendu. Oh, tu sais, le monde est petit, continua Claire avec une légèreté affectée. Dis-moi, tout se passe bien pour toi? Pas trop dur, de tout recommencer à zéro? Gérard s'inquiète un peu, à sa manière. Il ne le montre pas, mais bon. Anne sentit une alarme se déclencher dans son esprit. Son père s'inquiétait? Ou cherchait-il à obtenir des informations par l'intermédiaire de Claire? Je me débrouille, répondit-elle évasivement. C'est un défi stimulant. Stimulant, oui, c'est le mot, gloussa Claire. Ici, c'est intense aussi. Le nouveau pôle stratégique, tu imagines la pression. Surtout que les finances générales de Beaumont ne sont pas au beau fixe, entre nous. Gérard attend des miracles. Elle avait baissé la voix sur la fin,
comme pour confier un secret. Enfin, je ne devrais pas dire ça. Bon courage pour tes projets, Anne. Peut-être à bientôt? Et elle raccrocha, laissant Anne perplexe et mal à l'aise. Claire jouait-elle un double jeu? Était-elle un pion de son père, ou cherchait-elle à se positionner, sentant le vent tourner? La mention des difficultés financières de Beaumont, si elle était vraie, ajoutait une nouvelle pièce au puzzle complexe de la psychologie de Gérard. Ces sabotages larvés et l'appel énigmatique de Claire commencèrent à peser sur le moral d'Anne. Un soir, Marc Fournier, lors d'un de leurs échanges réguliers devenu un mélange de mentorat et d'amitié naissante, perçut sa frustration. « Quelque chose ne va pas, Anne? Tu as l'air préoccupée, plus que d'habitude. » Elle hésita, ne voulant pas paraître faible ni le submerger de ses problèmes. « Ce n'est rien. Les tracas habituels d'une start-up. » « Je connais ces tracas, » insista-t-il doucement. « Et je connais aussi le poids des interférences extérieures. Mon ancien associé était passé maître dans l'art de la sape morale et du dénigrement en coulisses quand j'ai voulu prendre mon indépendance. N'essaie pas de tout porter seul. » Les mots de Marc, empreints de sa propre expérience douloureuse, firent tomber les défenses d'Anne. Elle lui raconta les incidents avec les fournisseurs, les rumeurs, l'appel de Claire. Marc l'écouta attentivement, sans l'interrompre. « Ton père est un homme puissant et, manifestement, il te voit comme une menace ou, pire, comme une extension de lui-même qu'il ne contrôle plus, analysa-t-il. Il ne faut pas sous-estimer sa capacité de nuisance. Mais il ne faut pas non plus le laisser gagner sur le terrain psychologique. Tes idées sont solides, ton projet est viable. Concentre-toi là-dessus. Et pour le reste, nous trouverons des parades. » Le « nous » de Marc résonna chaleureusement en Anne. Savoir qu'il comprenait, qu'il était prêt à l'aider à réfléchir stratégiquement, était un soutien immense. Leur alliance, jusque-là prudente, se solidifiait face à l'adversité. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait tard dans son petit bureau improvisé, elle reçut un courriel d'une adresse inconnue, avec pour simple objet, urgent et confidentiel concernant Beaumont Industries. Méfiante mais intriguée, elle l'ouvrit. Le message était court, signé d'un certain Lefebvre, ancien chef comptable. Il disait avoir travaillé plus de 30 ans pour Beaumont Industries, avec une loyauté sans faille pour ce que l'entreprise représentait autrefois. Il affirmait détenir des informations cruciales sur la situation financière réelle de la société, bien plus alarmante que ce que les rumeurs laissaient entendre, et sur les manœuvres désespérées de Gérard pour masquer la vérité. Il demandait à la rencontrer discrètement, au plus vite. Anne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si cet homme disait vrai, les agissements de son père prenaient une dimension encore plus sombre. Ce n'était plus seulement de l'orgueil blessé ou de la jalousie. C'était peut-être le début de la fin pour l'Empire Beaumont. Et elle, bien malgré elle, se retrouvait au bord du précipice, à observer la chute imminente. La partie d'échecs venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. La rencontre avec Monsieur Lefebvre eut lieu dans un petit café discret, loin des quartiers d'affaires. L'ancien chef comptable était un homme à l'allure soignée mais au regard fatigué, hanté par ce qu'il savait. Avec une précision méthodique, parfois la voix brisée par l'émotion, il exposa à Anne la situation réelle de Beaumont Industries. Des années de gestion autocratique par Gérard, son refus d'écouter les conseils prudents, ses investissements pharaoniques dans des secteurs non maîtrisés, des dettes colossales dissimulées par des artifices comptables de plus en plus audacieux. Le tableau était apocalyptique. Lefebvre, poussé par une loyauté envers l'intégrité bafouée de l'entreprise qu'il avait servie pendant 3 décennies, avait décidé de parler avant que tout ne s'effondre dans le déshonneur. Il tendit à Anne une clé USB contenant des copies de bilans non expurgés et des correspondances internes accablantes. Le choc fut brutal pour Anne. En écoutant Lefebvre, les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté douloureuse. L'attitude de son père ces dernières années, son irritabilité croissante, son obsession du contrôle, et même l'humiliation qu'elle avait subie, tout prenait un sens nouveau et terrible. La promotion de Claire Valois n'était probablement qu'une manœuvre désespérée, placer quelqu'un de malléable, ou peut-être quelqu'un lié à des créanciers influents, pour tenter de colmater les brèches d'un navire en perdition. Dans les jours qui suivirent, armée des informations de Lefebvre et de sa propre intelligence analytique, Anne approfondit son enquête. Elle utilisa son réseau naissant, consulta des bases de données financières,
croisa les informations. Chaque découverte confirmait le diagnostic. Beaumont Industries était un colosse aux pieds d'argile, au bord du précipice. L'image publique de réussite et de solidité n'était qu'une façade lézardée. Elle comprit que son père n'était pas seulement un homme cruel ou un mauvais manager, il était un homme acculé, terrifié par l'échec au point de sacrifier ses propres valeurs et sa relation avec sa fille sur l'autel de son orgueil démesuré et de ses angoisses. Cette prise de conscience ne diminuait pas sa colère face à l'humiliation subie, mais y ajoutait une note de pitié amère. Parallèlement, les nouvelles du secteur qui parvenaient jusqu'à elle peignaient le portrait d'un Gérard Beaumont de plus en plus erratique, prenant des décisions stratégiques contestées, s'isolant de ses conseillers les plus fidèles. Il devenait l'ombre de l'homme d'affaires redouté qu'il avait été, se transformant en une figure autoritaire et imprévisible, luttant désespérément contre une marée montante d'échecs. Submergée par ces révélations et le poids de ce qu'elles impliquaient, Anne se tourna vers Marc Fournier. Un soir, dans le calme de son petit appartement qui lui servait aussi de bureau, elle lui ouvrit son cœur, lui racontant tout, la rencontre avec Lefebvre, l'ampleur du désastre chez Beaumont Industries, la complexité de ses sentiments envers ce père qui était à la fois son bourreau et une figure tragique. C'était la première fois qu'elle se montrait aussi vulnérable devant lui, laissant tomber l'armure de la femme forte et déterminée. Marc l'écouta avec une attention et une empathie profonde, sans jamais la juger. Quand elle eut terminé, il prit sa main. « Ce que tu traverses est d'une violence inouïe, Anne, dit-il doucement. » Porteur le poids des erreurs de son propre père, tout en essayant de construire son propre avenir, c'est une charge immense. Il lui parla alors plus longuement de sa propre expérience, de la trahison de son ancien associé qui l'avait laissé exsangue, tant financièrement qu'émotionnellement. La reconstruction est longue, confia-t-il, mais elle est possible. Et tu n'es pas seul dans cette épreuve. Ces mots, sa présence rassurante, furent un baume pour Anne. Leur connexion, déjà forte, se mua en une affection palpable, un lien tissé de confidence et d'une compréhension mutuelle rare. Ils n'étaient plus seulement des alliés professionnels, une tendresse nouvelle s'installait entre eux. Alors que la situation de Beaumont Industries semblait se détériorer de jour en jour, un événement inattendu vint encore accélérer la chute des masques. Un matin, Anne reçut un colis anonyme à son bureau. À l'intérieur, une simple clé USB, sans aucun message. Intriguée et méfiante, elle l'inséra dans un ordinateur sécurisé. La clé contenait un unique dossier crypté. Après quelques tentatives, elle réussit à l'ouvrir en utilisant un mot de passe qui lui vint intuitivement à l'esprit, survie. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Des preuves irréfutables d'une fraude comptable à grande échelle orchestrée pour masquer les pertes abyssales de Beaumont Industries et tromper les investisseurs et les créanciers. Mais plus choquant encore, il y avait des traces d'un plan désespéré de Gérard, une tentative imminente de transférer une partie des actifs restants vers des sociétés écrans à l'étranger, juste avant de déclarer une faillite qui léserait d'innombrables petits actionnaires et employés. Aucun indice ne révélait l'expéditeur, mais Anne eut une certitude. Seule une personne placée très haut au sein de Beaumont Industries, et réalisant que le navire était définitivement en train de sombrer au point de vouloir sauver sa propre peau, aurait pu avoir accès à de telles informations et intérêt à les faire fuiter. Claire Valois. C'était un acte de pur calcul, une tentative de se désolidariser d'un naufrage annoncé, peut-être même de s'acheter une forme d'immunité future. L'information était une bombe. La toile que son père avait tissée pendant des années était en train de se déchirer sous ses yeux, révélant une réalité bien plus sombre et corrompue qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Le temps des demi-mesures était révolu. Une décision, lourde de conséquences, s'imposait à elle. Les mois qui suivirent furent marqués par une ascension fulgurante pour Obsolution, l'entreprise d'Anne. Son approche innovante et son engagement éthique séduisaient une clientèle de plus en plus large. Les médias commençaient à s'intéresser à cette jeune femme qui avait osé défier les modèles établis, la présentant comme un symbole d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, alliant succès et conscience. Chaque article élogieux, chaque nouveau contrat signé était une pierre de plus à l'édifice de son indépendance chèrement acquise, et un contraste cinglant avec les nouvelles de plus en plus sombres qui filtraient concernant Beaumont Industries. Forte de ses succès, armée des informations accablantes reçues anonymement qu'elle attribuait avec une quasi-certitude à une Claire Valois cherchant à se sauver et surtout, animée par un besoin profond de clore un chapitre douloureux de sa vie, Anne prit une décision. Il était temps d'affronter son père.
Non pour exiger des excuses qu'il ne formulerait probablement jamais, ni pour savourer une quelconque vengeance, mais pour lui signifier, d'égal à égal, la vérité de son parcours et la fin de son emprise sur elle. Elle contacta la secrétaire de Gérard, demandant un entretien formel. La surprise fut palpable à l'autre bout du fil, mais un rendez-vous fut fixé pour la fin de semaine, dans le bureau directorial de Beaumont Industries. Ce bureau qui, autrefois, l'intimidait tant, symbole de la puissance écrasante de son père. Lorsqu'Anne y pénétra, l'atmosphère était pesante. Les tentures épaisses semblaient absorber la lumière, et Gérard, assis derrière son immense bureau autrefois reluisant, paraissait vieilli, les traits tirés. L'arrogance passée avait laissé place à une sorte de lassitude teintée d'une tension mal dissimulée. Il la dévisagea avec un mélange de méfiance et d'une curiosité qu'il ne put masquer. « Anne, dit-il d'une voix plus éraillée qu'à son souvenir. Que me vaut cet honneur ? Anne s'assit, non pas sur le bord du fauteuil comme une employée convoquée, mais avec l'aplomb d'une égale. Elle prit une profonde inspiration. Je suis venue te parler, père. Non pas comme ta subordonnée, ni même seulement comme ta fille, mais comme la femme que je suis devenue. Elle marqua une pause, le regardant droit dans les yeux. Tu te souviens de cette soirée, il y a près d'1 an ? Cette soirée où tu m'as publiquement humiliée, annonçant que je n'étais pas à la hauteur, que je devais rester sous les ordres de Claire ? Un tic nerveux agita la paupière de Gérard. Il ne répondit pas. Ces mots, continua Anne, sa voix calme mais chargée d'une intensité contenue, ont été une blessure profonde. Ils auraient pu me détruire. Mais ils ont, au contraire, allumé en moi une flamme. La flamme de la révolte, puis celle de la détermination. J'ai créé ma propre entreprise, Aube Solutions. Elle est florissante aujourd'hui. Reconnue pour son innovation, son éthique. Tout ce que Beaumont Industries, sous ta direction récente, semble avoir oublié. Elle fit une brève allusion à la situation catastrophique de sa société. Je sais que les temps sont durs pour toi, pour l'entreprise. Je sais aussi que les apparences sont souvent trompeuses et que la vérité finit toujours par éclater. Elle n'avait pas besoin d'étaler les preuves de fraude qu'elle détenait, son assurance et la précision de ses mots suffisaient à faire comprendre à Gérard qu'elle était au courant de bien plus qu'il ne l'imaginait. Mais je ne suis pas venue ici pour parler de tes échecs, ni même pour me vanter de mes succès, poursuivit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement, non par pitié, mais par pure maîtrise de ses émotions. Je suis venue te dire que cette humiliation, cette tentative de me rabaisser, a finalement été le catalyseur de ma véritable naissance. J'ai appris à ne plus chercher ta validation. J'ai appris à construire ma propre valeur, sur mes propres termes. J'ai appris la résilience. Le masque de Gérard commençait à se fissurer. Ses mains, posées à plat sur le bureau, tremblaient imperceptiblement. Dans son regard, Anne crut déceler une lueur complexe, de la stupeur, peut-être une once de regret indicible, et, chose incroyable, une étincelle fugace de ce qui ressemblait à une fierté amère, presque douloureuse. Comme s'il réalisait, trop tard, la force de caractère qu'il avait lui-même contribué à forger par sa dureté. Mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Son silence était lourd, écrasant, un aveu muet de sa défaite, non seulement en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que père. Anne se leva. « Je n'attends rien de toi, père. Ni excuse, ni reconnaissance. Je suis simplement venue te dire que je suis libre. Libre de ton jugement, libre de tes attentes, libre du passé. » Elle se dirigea vers la porte, sans précipitation. Chaque pas était léger. En franchissant le seuil de ce bureau qui avait si longtemps symbolisé son oppression, elle sentit un poids immense se détacher de ses épaules. Ce n'était pas la joie exubérante de la victoire, ni la satisfaction mesquine de la revanche. C'était quelque chose de plus profond, de plus serein, le calme souverain de la dignité retrouvée, la paix intérieure de celle qui a enfin conquis sa place, par elle-même et pour elle-même. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes baies vitrées du hall d'entrée. Anne s'arrêta un instant, respirant l'air frais comme si c'était la première fois. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de Gérard Beaumont pour exister, pour réussir, pour être heureuse. Elle était Anne Beaumont, fondatrice d'Aube Solutions, et cela, enfin, lui suffisait amplement. Un sourire, authentique et apaisé, illumina son visage. Le jeu avait changé,
et elle en était désormais la maîtresse. Les saisons avaient passé, emportant avec elles les derniers vestiges de l'amertume. Obsolution était devenue une référence dans le secteur des technologies éthiques. Anne, désormais une figure respectée et écoutée, enchaînait les succès, son entreprise connaissant une croissance exponentielle, mais toujours maîtrisée, fidèle à ses valeurs fondatrices. Sa relation avec Marc s'était épanouie en un partenariat solide et tendre, un amour construit sur la confiance mutuelle, le respect et une admiration réciproque. Ils formaient une équipe, tant dans la vie que dans leurs réflexions professionnelles, Marc ayant lui aussi brillamment développé sa propre activité de conseil. Anne avait trouvé un équilibre, une plénitude qu'elle n'aurait jamais osé espérer quelques années auparavant. C'est dans ce contexte de sérénité conquise que la nouvelle tomba, d'abord comme une rumeur sourde dans les milieux financiers, puis confirmée par la presse économique. Beaumont Industries était au bord de la liquidation judiciaire. Des années de mauvaise gestion, de décisions hasardeuses, comme Anne le savait intimement, de fraude comptable, avaient finalement eu raison du géant chancelant. Pour Anne, la nouvelle ne provoqua ni joie mauvaise ni tristesse particulière, mais plutôt une sorte de constat distant, la confirmation d'une fin inéluctable. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel d'un consortium d'investisseurs, des acteurs sérieux et reconnus sur la place. Ils lui demandèrent un entretien confidentiel. Intriguée, Anne accepta. La proposition qui lui fut faite la laissa sans voix, conscient de son parcours exceptionnel avec Aube Solutions, de sa connaissance intime du secteur et ironie suprême de son nom, il lui proposait de participer à un plan de sauvetage. L'idée serait de racheter les actifs encore sains de Beaumont Industries, notamment certaines branches technologiques prometteuses mais étouffées par la gestion de Gérard, et de les intégrer à une nouvelle structure. Et il voyait en Anne la personne idéale pour diriger cette renaissance. Le choc passé, un tourbillon de pensées contradictoires envahit Anne. Reprendre les rênes, même partielles, de l'entreprise de celui qui l'avait si profondément humilié? S'infliger le fardeau de ce nom, de ce passé? Était-ce une forme de justice poétique, une opportunité d'affaires unique, ou un piège émotionnel qui risquait de détruire la paix qu'elle avait si durement acquise? Elle partagea immédiatement ce dilemme avec Marc. C'est une offre incroyable d'un point de vue stratégique, admit-il après l'avoir longuement écouté. Mais le coup émotionnel, Anne. Es-tu prête à replonger dans cet univers, même en étant aux commandes? Ton père, même s'il n'est plus impliqué, son ombre planera. Son soutien était total, mais teinté d'une inquiétude légitime pour elle. Elle en parla également à Isabelle Renaud, son phare dans les moments de doute. Ma chère Anne, lui dit Isabelle avec sa sagesse habituelle, la question n'est pas tant de savoir si tu peux le faire, tes compétences ne sont plus approuvées, mais si tu le dois, pour toi. Est-ce une manière de boucler la boucle, de transformer définitivement le plomb en or? Ou est-ce une chaîne qui te relierait à un passé dont tu t'es enfin libéré? Les nuits d'Anne furent courtes, emplies de réflexions intenses. Elle analysa la proposition sous tous ses angles. Les actifs rachetables avaient un réel potentiel, les synergies avec Aube Solutions pourraient être intéressantes, et l'idée de sauver des emplois, de réhabiliter un nom terni par une gestion désastreuse, commençait à faire son chemin. Ce n'était pas une question de revanche, ni même de fierté. C'était plus complexe. C'était la possibilité de démontrer, à grande échelle, qu'un autre modèle de leadership était possible, la même où l'ancien avait échoué de la manière la plus spectaculaire. Après une semaine de délibération intérieure, de consultation et d'analyse financière poussée, sa décision était prise. Elle recontacta le consortium. J'accepte d'étudier sérieusement votre proposition et d'y participer activement, annonça-t-elle d'une voix calme et assurée lors de la réunion. Les visages des investisseurs s'éclairèrent. Mais, reprit-elle fermement, ce sera à mes conditions. Et elles ne sont pas négociables. Un silence attentif s'installa. Premièrement, une restructuration éthique complète. Transparence totale des comptes, audit indépendant de toutes les anciennes pratiques. Deuxièmement, une nouvelle culture d'entreprise, basée sur le respect, la collaboration et l'innovation durable à l'image de ce que nous avons construit chez Aube Solutions. Troisièmement, elle marqua une pause, son regard se faisant plus intense, Gérard Beaumont ne devra avoir, de près ou de loin, aucune implication, aucune part, aucune influence dans cette nouvelle entité. Son nom sera associé au passé, pas à l'avenir que nous allons bâtir. Elle ajouta une quatrième condition, plus personnelle,
une part significative des bénéfices futurs de la nouvelle structure serait allouée à un fonds de soutien pour les employés licenciés abusivement par l'ancienne direction et pour la promotion de l'éthique dans les affaires. C'était une décision d'affaires audacieuse, pragmatique, mais profondément empreinte de ses valeurs. Ce n'était pas la fille blessée qui parlait, mais la dirigeante visionnaire. Elle ne cherchait pas à effacer le passé, mais à le transcender, à transformer un héritage toxique en une promesse d'avenir. L'ironie du destin la plaçait face à un défi immense, mais elle l'abordait avec la force tranquille de ceux qui savent qui ils sont et où ils vont. La renaissance de Beaumont, si elle avait lieu, porterait son sceau, et uniquement le sien. 2 années s'étaient écoulées depuis qu'Anne avait relevé le gant, transformant les cendres de Beaumont Industries en une nouvelle entité florissante, baptisée Avenir Éthique. Sous sa direction visionnaire, et grâce à une synergie intelligente avec Obsolution, l'entreprise avait non seulement survécu mais prospérait, devenant un modèle de redressement basé sur l'innovation, la transparence et un profond respect des employés. Anne était devenue cette dirigeante qu'elle aspirait à être, inspirante, intègre, écoutée bien au-delà des frontières de ses sociétés. Gérard Beaumont, lui, s'était retiré de la vie des affaires, une figure effacée vivant dans une discrétion quasi monacale. Les contacts entre Anne et lui étaient rares, presque inexistants. Une carte formelle pour son anniversaire, un bref message de condoléances qu'il lui avait envoyé lors du décès d'un lointain parent. Anne y répondait avec une politesse distante mais paisible. Elle avait pardonné, non pour lui, mais pour elle-même, pour se libérer du poids du passé et de la colère. Son évolution à lui, si tant est qu'il y en eût une perceptible, lui importait peu désormais. Sa paix intérieure ne dépendait plus de son repentir ou de sa compréhension. Sa vie avec Marc était un havre de bonheur tranquille et stimulant. Leur amour, mûri par les épreuves et cimenté par une admiration mutuelle, était une force douce et constante. Ils étaient des partenaires dans tous les sens du terme, s'épaulant dans leurs ambitions respectives, Obsolution et Avenir Éthique collaborant parfois sur des projets d'envergure, préfigurant un avenir où leurs chemins professionnels et personnels étaient harmonieusement entrelacés. « Regarde tout ce que tu as accompli, Anne », lui avait dit Marc un soir, alors qu'il contemplait la ville scintillante depuis leur appartement. Non seulement tu as construit ton propre succès, mais tu as transformé un héritage douloureux en quelque chose de positif. Anne avait souri, une gratitude sincère emplissant son cœur. Ce soir-là, l'écho de sa réussite prenait une forme particulièrement éclatante. Anne se trouvait dans la grande salle de bal d'un palace parisien, invitée d'honneur d'une cérémonie prestigieuse récompensant les leaders les plus innovants et éthiques de l'année. Elle allait recevoir le grand prix de l'entrepreneuriat responsable. Marc était à ses côtés, son regard brillant d'une fierté tendre. Isabelle Renaud, son amie et mentor de toujours, était également présente, les yeux embués d'émotion. Lorsque son nom fut appelé, une ovation chaleureuse emplit la salle. Anne monta sur scène, sereine, élégante dans une robe sobre qui soulignait sa confiance tranquille. Elle s'approcha du pupitre, un léger sourire aux lèvres. « Mesdames et messieurs, chers amis », commença-t-elle, sa voix claire et posée portant sans effort. « C'est avec une immense humilité et une profonde gratitude que je reçois cette distinction ce soir. Une gratitude qui va d'abord à mes équipes exceptionnelles chez Obsolution et Avenir Éthique, sans qui rien de tout cela ne serait possible. » Elle marqua une pause, son regard balayant l'assemblée. On dit souvent que le parcours d'un entrepreneur est semé d'embûches. C'est vrai. Mais je crois profondément que chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment de doute, aussi douloureux soit-il, porte en lui la graine d'une force nouvelle, d'une opportunité de croissance. La véritable innovation, pour moi, ne réside pas seulement dans la technologie ou la stratégie, mais dans notre capacité à transformer nos vulnérabilités en atouts, nos blessures en sagesse. Elle ne nomma personne, ne fit aucune allusion directe à son passé, à cette humiliation fondatrice. Mais ceux qui connaissaient son histoire, comme Marc et Isabelle, comprenaient la profondeur de ses paroles. Bâtir une entreprise, poursuivit-elle, c'est avant tout une aventure humaine. C'est croire en un idéal, en des valeurs, et s'efforcer de les incarner chaque jour, même lorsque le vent souffle contraire. C'est comprendre que le succès n'a de sens que s'il est partagé, que s'il contribue à créer un monde un peu meilleur, un peu plus juste. L'intégrité, la résilience, la capacité à se relever après une chute et à tracer son propre chemin avec courage et conviction, voilà, je crois,
les véritables piliers de toute réussite durable. Son discours, simple mais puissant, toucha l'auditoire. Il ne parlait pas seulement d'elle, mais de chacun, de cette quête universelle de sens et d'accomplissement. Lorsqu'elle conclut, sous un tonnerre d'applaudissements, Anne sentit une vague de paix l'envahir. En descendant de scène, son regard croisa celui de Marc, intense d'amour et d'admiration. Il lui prit la main, un geste simple qui disait tout. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentrait, la lune éclairait doucement Paris. Anne se sentait légère, accomplie. L'écho lointain de l'humiliation passée s'était définitivement tu, remplacé par la résonance claire et pure de sa propre dignité, une mélodie intérieure qu'elle avait elle-même composée, note après note, victoire après victoire. Elle regarda Marc, son partenaire, son amour, et sourit. L'horizon devant eux était vaste, lumineux, un avenir à partager, riche de promesses et d'une sérénité enfin conquise. Le jeu avait non seulement changé, elle l'avait redéfini. Et elle avait gagné, sur tous les plans.